Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, moi c'est Simon Rio. Donc je suis actuellement chercheur au CIRAD sur la génétique et la génomique de la canne à sucre. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter des choses en lien avec la génétique et la génomique de la canne à sucre, mais je vais vous présenter des choses que j'ai pu faire quand j'étais en thèse à l'UMR GQE Le Moulon en région parisienne. Donc effectivement, c'est des questionnements sur le rôle de l'admixture. Est-ce que les individus admixés peuvent aider à étudier la différence d'effets alléliques entre des groupes génétiques pour des caractères polygéniques. Et donc, j'aurais dû commencer par ça, mais je remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir invité à présenter ce travail. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de structuration génétique. Donc, en fait, quand on parle de structuration génétique, on se réfère classiquement à la stratification d'une population en groupes génétiques, en différents groupes. Et donc, une des caractéristiques principales, c'est que si on regarde des régions à travers le génome, on va trouver des fréquences des allèles qui vont être différentes selon les groupes. Donc ça, c'est un petit peu la définition des groupes génétiques. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on va être capable de les trouver quand on va typiquement produire des données génomiques sur une population et essayer de retrouver les groupes génétiques. Donc, si on prend le cas du maïs, par exemple, donc le maïs, c'est une espèce qui a été domestiquée il y a à peu près 9000 ans au Mexique et qui a suivi après plusieurs chemins de diffusion, donc d'une part vers l'Amérique du Nord, aussi vers l'Amérique du Sud et les Antilles. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu au moins 2 événements d'introduction vers l'Europe. D'une part de l'Amérique du Nord vers l'Europe du Nord, mais aussi des Antilles vers l'Europe du Sud. Et ça, c'est notamment à connecter avec les histoires des grands explorateurs. Et même une fois en Europe, après, il y a eu d'autres diffusions vers la France, vers l'Italie. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'au fur et à mesure de ces diffusions, il y a des populations qui se sont installées dans ces différentes régions et qui ont constitué justement des groupes génétiques différents, caractérisés par des fréquences d'allèles différentes. Et en fait, tous ces groupes se retrouvent être plus ou moins adaptés, enfin, plutôt plus que moins d'ailleurs, adaptés à leurs conditions environnementales. Alors, quand on parle de structuration génétique, on a un phénomène qu'on retrouve assez facilement, qui est le phénomène de l'admixture. Et en fait, cette admixture, elle intervient quand on a des individus qui sont issus de groupes génétiques différents qui vont s'intercroiser. Et donc, la caractéristique principale de ces individus, c'est que leur génome va présenter une mosaïque de blocs avec des origines différentes. Donc là, vous avez un exemple ici chez un humain, donc un Colombien. Alors, il y a ici on voit que cet humain est admixé entre trois origines différentes, donc une origine africaine, une origine native américaine et une origine européenne, donc à peu près un tiers de chaque. Et si on regarde après plus finement le long des chromosomes, on peut voir qu'on retrouve des gros blocs qui correspondent à chacune de ces origines. C'est notamment assez flagrant sur les blocs bleus ici qui sont assez finement définis, où des fois ils peuvent faire ils peuvent être vraiment bleus, donc d'origine africaine, sur un bras de chromosome entier. Et donc ça, c'est le cas chez un humain, mais en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on retrouve aussi des phénomènes d'admixture chez des animaux, chez des plantes, chez toutes les espèces. Alors, moi, dans le cadre de ma thèse, je m'intéressais plus particulièrement aux populations, aux espèces qui font l'objet de l'amélioration. Donc, quand on a des populations soumises à sélection, on retrouve aussi ces groupes génétiques. Donc, par exemple, le cas classique, ça va être le cas des variétés de pays quand on est chez les plantes. Donc, c'est des variétés qu'on retrouve à l'échelle d'un terroir ou d'un territoire. Et donc, l'équivalent chez les animaux, ce serait des races locales. Et en fait, on retrouve aussi des groupes génétiques dans les populations d'amélioration des sélectionneurs. Par exemple, un sélectionneur blé à l'échelle de l'Europe peut vouloir sélectionner différemment des individus pour le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Et d'une certaine façon, il va segmenter sa population en 2 sous-parties qui vont constituer, au fur et à mesure des sélections différentielles, des groupes génétiques différents. Et enfin, on a un autre cas qui est le cas de la sélection pour les hybrides, où par définition, en fait, les variétés qui vont être cultivées sont des hybrides issus du croisement d'individus de groupes différents. Donc là, on a le cas assez classique des hybrides qui sont commercialisés dans le nord de l'Europe, qui sont issus d'un croisement entre des individus qu'on appelle flint ou cornés en français, et des individus dent ou dentés en français. Et donc ça, c'est notamment lié à la forme des grains. Et donc, typiquement, donc là, on a vraiment des groupes génétiques qui font partie inhérente du schéma d'amélioration.
Mais en fait, on retrouve aussi ce phénomène d'admixture dans les populations d'amélioration, et notamment quand les sélectionneurs vont chercher à finalement casser un peu la structure ou à décompartementaliser un petit peu les groupes génétiques. Par exemple, on a une population d'amélioration qui commence à devenir un petit peu consanguine, entre guillemets, tous les individus sont un petit peu redondants les uns avec les autres, et on cherche à introduire un peu de diversité, donc on va croiser nos individus élites avec des individus un peu plus exotiques. Et bien, les descendants issus de ces croisements vont typiquement être des descendances admixées. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de caractères quantitatifs. Donc, comme vous le savez, la plupart des caractères sont quantitatifs, hein. Donc là, j'ai mis une illustration ici où on voit une photo où c'était un groupe d'étudiantes américaines à qui on avait demandé de se ranger de la plus petite à la plus grande. Et on voit se dessiner finalement la distribution assez classique pour les caractères quantitatifs qui est celle de la gaussienne. Donc on a beaucoup de femmes qui ont une taille, on va dire, intermédiaire et très peu qui ont des tailles extrêmes, soit très petites, soit très grandes. Donc, il y a un modèle qui est classiquement utilisé pour les caractères quantitatifs, c'est celui-là, il est très simple. On modélise un phénotype comme étant la somme d'une certaine moyenne, et après d'un effet qui va être un effet génétique et d'une erreur. Alors, assez classiquement, on va supposer que ces deux termes, le grand G et grand E, le terme génétique et l'erreur, vont suivre des lois normales avec des variances propres. Donc, pourquoi des lois normales? Parce qu'en fait, notre effet génétique, on va supposer qu'il est en fait l'addition de l'effet de plein de petits gènes, plein de petites régions, qu'on va appeler aussi des QTL, je vais y revenir après, qui agissent de façon indépendante les uns des autres. Et donc ça, c'est la somme de tous ces petits effets indépendants va créer ce terme, cette valeur génétique totale qui suit une loi normale. Et de la même façon, pour l'erreur, c'est la somme de plein de petites perturbations indépendantes les unes des autres qui vont créer cette erreur qui suit une distribution normale. Alors, je vous mentionnais cette histoire de QTL. Donc, qu'est-ce que c'est que des QTL? Alors, on appelle ça des Quantitative Trait Locus. Et donc, ce sont des régions du génome, des portions d'ADN qui ont le bon ton de se corréler avec la variation quantitative d'un caractère dans une population. Alors, pour illustrer ça, on peut imaginer donc, une espèce avec deux chromosomes et donc deux locus qu'on va prendre au hasard. Donc, on aura un premier locus ici. Sur l'axe DX, ici, vous voyez que vous avez les différentes classes génotypiques. Donc, on a homozygote pour l'allèle petit a, homozygote pour l'allèle grand A et l'état hétérozygote. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une distribution qui est différente selon la classe génotypique, avec des moyennes notamment qui sont différentes. Ce qui me donne l'impression que le fait de posséder l'allèle grand A tend à augmenter la valeur pour ce phénotype. Donc là, c'est vraiment, on a bien effectivement un effet de ce locus sur le caractère, une corrélation de ce locus avec la variation du caractère, et donc on va dire que ce locus est un QTL. À l'inverse, si on prend le second locus ici, on voit que les différentes classes génotypiques ne présentent pas de distribution différente, notamment pas de moyenne différente. Donc a priori, ce n'est pas un QTL, ce serait plutôt un locus de type neutre. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à l'information génomique chez les individus, donc on est capable d'utiliser les marqueurs moléculaires. Donc, il y en a de toutes sortes, hein, mais aujourd'hui, on va dire principalement sont utilisés ce qu'on appelle les SNP, les Single Nucleotide Polymorphisms. Donc, ce sont des polymorphismes à l'échelle du nucléotide. Donc, souvent, on n'a pas accès à tous les SNP qui existent au sein d'une population. Par exemple, on va utiliser une puce de génotypage, ou faire du séquençage de régions bien ciblées. Donc, on va avoir qu'un certain nombre de SNP parmi tous les SNP qui peuvent exister au sein de la population. Et ce n'est pas forcément très grave dans la mesure où les SNP vont être capables de capturer l'information au QTL, donc aux régions causales, par ce qu'on appelle le phénomène de déséquilibre de liaison. Alors là, j'illustre ça ici sur un ensemble d'individus que j'ai représenté par une seule séquence. Donc, ce serait le cas où on aurait des individus complètement homozygotes. Donc, on peut les représenter par une séquence haploïde. Donc, on a un SNP à gauche avec deux allèles et un variant causal à droite qu'on va supposer, là que j'ai supposé est un SNP, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi la présence ou l'absence d'un nucléotide ou même d'une région plus grande, type un gène ou une région promotrice. Mais ce qui est assez flagrant ici, c'est qu'on voit qu'il y a une association quasi parfaite entre les allèles du SNP et les allèles du variant causal. Donc, typiquement, l'allèle T est quasiment toujours associé à l'allèle A du variant causal.
Et l'allèle C du SNP est quasiment toujours associé à l'allèle G du variant causal. Donc, en fait, on a vraiment une corrélation à l'échelle de la population entre la variation allélique de notre SNP et de notre variant causal. Donc là, en fait, cette corrélation est notamment due au fait que ces deux locus sont assez proches au niveau du génome. Là j'ai caricaturé, j'ai fait quelque chose, des deux locus qui sont vraiment très proches. Dans la réalité, ils sont potentiellement un peu plus espacés, mais néanmoins, on arrive à retrouver cette corrélation qui peut être plus ou moins grande. Alors, donc on a sous la main ces SNP et donc une approche pour essayer d'identifier des QTL, donc, en disant que nos SNP vont être, au moins certains vont être corrélés à ces QTL par des équipes de liaison, et ben, c'est de simplement appliquer une méthode qui serait de faire une régression de notre phénotype sur la dose de l'allèle. Donc, on va définir un des allèles comme étant notre allèle de référence et on peut avoir 0 dose, une dose, 2 doses, et on fait vraiment une régression linéaire simple. Donc, c'est très simple. On l'applique à chacun de nos SNP. On peut ensuite aller tester la nullité de notre effet. Donc, on va obtenir une probabilité critique qui va nous dire si c'est probable ou non qu'il n'y ait pas d'effet. On peut après représenter le long de nos chromosomes ces différentes p-values, ces probabilités critiques, en mettant ça en échelle logarithmique. Et on espère trouver des régions qui ressortent de cette façon, comme ici, là. Donc ça, ce serait typiquement notre locus 1 qui était un QTL qu'on pouvait identifier tout à l'heure. On va quand même mettre un seuil pour déterminer si on a des QTL ou non. Et donc, typiquement, comme on fait beaucoup de tests, on va essayer d'ajuster pour des tests multiples. Et donc là, dans ce cas-là, on est content, on a trouvé notre premier locus qui était un QTL. Alors, il se trouve que dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est notamment lié à l'existence de cette structuration génétique. En fait, en général, les populations, elles se trouvent être stratifiées en familles, en groupes génétiques. Et donc, si on suppose ça et un caractère polygénique, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a des groupes génétiques, on s'attend fatalement à avoir des fréquences alléliques qui vont différer qui vont être différentes entre les groupes à l'ensemble des locus. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que les QTL, donc les régions causales, vont aussi avoir des fréquences différentes. Et donc, quand on a des fréquences différentes à nos QTL, on s'attend aussi à trouver des différences de moyenne entre nos groupes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe assez classiquement chez beaucoup d'espèces. Et donc, quand on a ce phénomène, on peut avoir un certain problème en appliquant un peu aveuglément notre régression linéaire de tout à l'heure. Donc, imaginons qu'on ait deux groupes, donc un groupe 1, un groupe 2 ici, un seul locus. On voit que les deux groupes présentent une différence de moyenne. Donc, le groupe 1 a tendance à avoir une valeur phénotypique plus forte que le groupe 2. Et ce que j'ai mis aussi, c'est que notre locus ici, notre allèle petit a va être en fréquence différente. Donc ça, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on attend par le fait du hasard dû à notre structuration génétique. Donc, supposons qu'on ait ces fréquences différentes, on va voir qu'on a des individus qui correspondent à chacune des classes génotypiques ici. Donc, on pourra s'attendre à ces effectifs sous l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Donc, très peu d'individus homozygotes petit a, vu que cet allèle est assez rare dans la population, mais beaucoup d'individus grand A, grand A, et à l'inverse pour le groupe 2. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'effet de QTL groupe par groupe. Mais si on met les deux groupes au sein d'une population globale et qu'on essaye de regarder un petit peu la distribution, d'un coup, on voit apparaître comme un effet associé à ce locus. Et en fait, c'est lié au fait que dans la classe petit a, il y a surtout les individus du groupe 2, parce qu'il y en a 150 contre 30, alors qu'à l'inverse, dans la classe grand A, on trouve surtout les individus du groupe 1. Donc en fait, on a l'impression de voir un effet du locus, mais c'est simplement lié au fait que nos groupes ont des différences de moyenne et les allèles sont en fréquences différentes dans la population. Donc ça, c'est un problème. Et il se trouve qu'il y a une méthodologie bien dédiée pour régler ce problème qui a été proposée depuis maintenant à peu près 15 ans par l'équipe de Yu et al. Donc en fait, c'est un modèle qui ressemble assez fortement quand même à la régression linéaire de tout à l'heure. On a toujours notre régression ici sur la dose de l'allèle, mais on vient y ajouter aussi un effet que j'ai appelé ici alpha K. Donc en fait, c'est un effet du groupe. Donc on ajoute un cofacteur qui prend en compte le fait que on sait qu'il y avait deux groupes, on déclare un effet des deux groupes et ça va venir capturer la différence de moyenne et éviter ce problème d'effet qui apparaît pour un locus dont on sait qu'il ne devrait pas avoir d'effet. En fait, en général, on va aussi rajouter un autre terme que j'ai appelé ici grand G, qu'on appelle le terme polygénique. Et donc, en fait, c'est un terme aléatoire
dont on va supposer une certaine structure de covariance. Donc là, j'ai mis le vecteur G, donc on met tous nos niveaux de grand G dans un vecteur, et on peut décrire la loi de ce vecteur. Donc c'est une loi normale centrée avec une certaine structure de covariance qui est proportionnelle à une matrice K. Et cette matrice K, en fait, c'est une matrice, on va dire une matrice d'apparentement qui va être estimée sur les marqueurs. Et son but, ça va être d'être capable de retrouver tous les sous-groupes, les sous-familles qui sont un peu cryptiques, que nous, on n'a pas forcément bien identifiés, parce que dans le cas précédent, on avait 2 groupes génétiques. Donc ça, on peut supposer que notre expertise nous permet de bien les identifier. On peut les mettre explicitement dans cet effet alpha K. Mais dès lors qu'on a plein de sous-familles, de sous-groupes, ben, on ne les a pas forcément identifiés. Et calculer une matrice d'apparentement sur des marqueurs, ça va permettre de retracer un petit peu toutes ces sous-structurations un peu cryptiques. Et donc, de cette façon, on arrive à gérer justement toutes ces fausses associations, et normalement, il ne nous reste plus que des SNP, des SNP dont l'effet est vraiment existant. Alors, il y a un truc à remarquer ici, c'est que pour l'instant, on a réglé le problème de la structuration génétique d'un point de vue des faux positifs, mais on suppose une hypothèse forte qui est que l'effet de nos SNP est supposé constant, peu importe le groupe. Et en fait, ça, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. En fait, il se trouve que, donc j'ai dit que voilà, les SNP étaient en déséquilibre de liaison, et donc ils étaient fortement corrélés aux variants causaux, mais en fait, ce DL peut être assez spécifique des groupes. Et ça va être lié notamment à l'histoire démographique. Donc, s'il y a eu des goulots d'étranglement, des phénomènes d'expansion, on peut se retrouver dans des cas où finalement on a un variant de type SNP très fortement associé à la variation au polymorphisme d'un variant causal dans un certain groupe, mais pas du tout dans l'autre. Et donc finalement, on imagine que si on faisait l'analyse dans le groupe 1, on trouverait un effet fortement associé au SNP 1, mais ce SNP, mais par contre dans le groupe 2, on ne le trouverait pas du tout. Et donc là, on a bien une possibilité d'observer des effets, des allèles différents au SNP, même si l'effet intrinsèque lié au variant causal est pourtant le même. Et en fait, ce que je viens de dire là, ce n'est pas forcément gagné non plus. C'est-à-dire que l'effet même du variant causal peut être différent. Donc, pour bien comprendre ça, donc ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'interaction avec le fond génétique. C'est une interaction de type épistatique. Donc, c'est des locus causaux qui interagissent avec d'autres. Alors, pour illustrer ça, le plus simple, c'est de prendre un exemple. Donc là, on va supposer encore une fois 2 groupes et 2 locus. Donc là, on a des barres qui correspondent, enfin des barres pleines quand la configuration est observée dans le groupe, et des barres creuses quand elle est rare ou pas observée. Donc, ce qu'on peut voir pour le groupe 1 ici, c'est que tous les individus sont petit à au locus A. Et néanmoins, on observe à peu près toutes les classes génotypiques au locus B. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas vraiment un effet particulier qui est observé à ce locus qu'on va considérer causal, bien sûr. Par contre, dans le groupe 2, on voit qu'à notre locus A, la plupart des individus, cette fois, sont grand A, grand A. Donc, on a vraiment une différenciation en termes de fréquence allélique au niveau du locus A entre les 2 groupes. Pour le locus B, on observe aussi toutes les classes, mais néanmoins, cette fois-ci, il y a un fort effet associé à la présence ou non de l'allèle grand B. Donc, on a vraiment un effet au locus B qui est conditionné par les allèles représentés au locus A. Et donc, voilà, donc, typiquement, si on a un fond génétique qui est différent, on peut avoir des effets causaux qui sont différents. Et donc là, encore une fois, on pourrait avoir envie de les identifier. Donc, il y a 2 questions qui se sont soulevées, on va dire, à ce moment-là de mes recherches. C'était, est-ce qu'on peut mettre en place une méthodologie de type GWAS pour détecter des QTL qui présentent des effets spécifiques des groupes? Et surtout, en fait, on a vu qu'il y avait 2 possibilités qui étaient quand même assez différentes. Un cas qui pourrait être lié à finalement une histoire de LD entre des SNP et un variant causal, et un autre qui est davantage une interaction avec le fond génétique. Et comment est-ce qu'on pourrait séparer ces 2 effets, et est-ce que les individus admixés peuvent nous y aider? Alors, donc pour répondre à cette question, on a justement essayé de générer une population admixée. Donc, on avait 2 populations issus de 2 groupes différents, donc un groupe Flint et Dent, donc on est chez le maïs, encore une fois, donc c'est les mêmes groupes que j'ai présentés sur la slide où je parlais des hybrides, hein. Donc ces noms-là sont rattachés avec la forme des grains.
On avait 300 individus pour chaque groupe qui ont été croisés selon un plan factoriel incomplet. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout observé toutes les combinaisons. Donc, chaque individu a contribué à assez peu d'hybrides finalement. Donc, on avait tout un ensemble d'hybrides. Et l'idée, ça a été de les faire recombiner pour obtenir des individus qui soient des lignées homozygotes. Donc, je ne l'ai pas dit, mais les lignées parentales dentées et cornées sont aussi des lignées très consanguines, donc des lignées pures homozygotes. Et donc, pour générer des descendants homozygotes, la stratégie qui a été adoptée, c'est de faire des haploïdes doublés. Donc on va dire, en gros, l'idée, c'est de prendre des gamètes des hybrides et de les doubler pour générer des individus. Ce qui veut dire qu'on a eu un événement de recombinaison lors de la formation du gamète, et après, le fait de le doubler nous assure qu'il soit parfaitement homozygote. Et donc là, on avait environ 360 individus. Et donc, tous ces individus-là, donc à peu près un peu moins de 1000, ont été évalués pour la précocité de floraison dans le sud-ouest de la France sur 2 années. Et donc, la précocité de floraison chez le maïs, c'est un caractère qui est assez important, notamment pour adapter les individus à des nouvelles conditions, à des nouveaux environnements. Alors, donc, tous ces individus ont bien sûr été génotypés. Donc, à droite, j'ai mis donc les individus parentaux, donc les dentés et les cornés, les dents et les flints, ont été génotypés à forte densité, donc 600 000 marqueurs. Par contre, les individus admixés n'ont pas été génotypés avec une aussi forte densité, parce que ce n'est pas forcément nécessaire, dans la mesure où ils sont issus du croisement de parents qui, eux, ont été génotypés à forte densité. Donc, la stratégie, ça a été de les génotyper à moyenne densité, 15 000 marqueurs. Donc, il se trouvait qu'il y avait parmi ces 15 000 marqueurs 10 000 qui étaient communs avec les 60 000, les 600 000 parentaux. Et donc, voilà, ici, je les code, j'ai codé tout en 0,1 parce qu'on est sur des individus qui sont des lignées pures. C'est-à-dire qu'on observe que du petit a, grand A, grand A. C'est-à-dire qu'on peut tout recoder de façon binaire. Donc, pour chaque individu, sachant les parents qui sont déclarés, on peut très facilement retrouver les origines parentales. Donc, par exemple, notre haploïde doublé 1, ici, qui est issu du croisement entre A et C, eh bien, on voit qu'il est 1 pour le premier allèle, et bien on sait que ça, c'est typiquement l'allèle porté par le parent 1, donc on est capable de dire, voilà, ici c'est du parent A, etc. etc. Il y a pour certains locus, on n'est pas capable de dire parce que les deux parents ont le même état génotypique, donc on met un point d'interrogation. Des fois, on a des informations discordantes, mais globalement, c'est assez simple. On n'a que quelques événements de recombinaison, donc on est capable de faire un lissage. On peut ensuite étendre aux 600 000 marqueurs, puisque voilà, on a trouvé les points de recombinaison, donc on est capable de dire, ben voilà, tout de ce côté-là du chromosome, c'est que du A, de l'autre côté, c'est que du C. Et après, une fois qu'on a fait ça, on est capable, bien sûr, de donner la valeur génotypique observée chez le parent. Donc, voilà, de cette façon, on arrive à un génotypage haute densité chez nos admixés. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour chaque admixé, on a deux informations. On a l'information des allèles, donc quel état génotypique, homozygote d'un type ou de l'autre, mais aussi quelle est l'origine de l'allèle. Est-ce que c'est un allèle bleu ou rouge? Est-ce que c'est un allèle issu des dentés ou des cornés? Alors, quelle a été notre stratégie pour, détecter des QTL? Et ben, ça a été d'utiliser ce modèle. Donc, vous voyez qu'il est encore assez similaire à ce qu'on a pu voir précédemment. Donc, on a notre phénotype qu'on explique par un intercept. On a un effet ici qui combine à la fois l'origine de l'allèle, donc qui peut être denté ou corné, flint, dent ou flint, et le fond génétique dans lequel il est observé. Donc, ça peut être à la fois denté, dent, flint, mais aussi admixé. Donc, en fait, on a 4 combinaisons possibles. Donc, ça, la combinaison qu'on observe chez les individus purs dentés, donc une origine dentée dans un fond denté. Ce qu'on observe chez les individus purs cornés ou flint, donc une origine flint dans un fond flint, et après, les deux origines dentées et cornées dans un fond admixé. Et donc, celle-là est dépendante du locus, puisqu'elle peut varier d'un locus à l'autre. Et ensuite, on a notre régression, encore une fois, sur la dose allélique, mais qui est aussi spécifique de l'origine et du fond génétique. Donc, on a potentiellement 4 coefficients de régression estimés pour chaque locus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ont été implémentés les tests, mais
je pense que le mieux, c'est de montrer une illustration sur quels sont les scénarios que l'on s'attend à identifier. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a deux cas. On a le cas du LD, que j'ai appelé, on va dire, une différence génomique locale, et le cas de l'interaction avec le fond génétique. Donc, si on suppose, ici sur l'axe des X, vous voyez, il y a les individus purs cornés à gauche, purs dentés à droite, et les admixés au milieu. Donc, là, on aurait un cas où on n'aurait pas d'effet chez les cornés, donc pas de différence entre l'allèle 0 et l'état 0 et l'état 1 chez les cornés, mais une grande différence chez les dentés. Et donc, si on va chez les admixés, cette fois-ci, on a les deux origines qui sont possibles, et on voit qu'on a une différence qui est maintenue ici par rapport, la différence observée chez les dentés, elle est la même que celle qui était observée chez les individus purs. Et par contre, on n'observe rien pour les origines cornées. Donc ça veut bien dire que comme ce pattern-là est maintenu chez les admixés, on s'attend à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit dû à une différence locale, quoi, comme du LD. Par contre, si on avait une interaction avec le fond génétique, donc on a le même ici pattern chez les purs, pas d'effet chez les cornés, un gros effet chez les dentés, et ben, en observant chez les admixés, on s'attendrait à avoir probablement un effet de type intermédiaire dû au fait que voilà, on a mélangé on a un fond génétique qui mélange un peu de cornée, un peu de denté, donc on s'attend probablement à un effet de type intermédiaire. Et donc voilà, on a mis tout en place une batterie de tests pour essayer de différencier tous ces cas. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Donc il y a un premier QTL qu'on a pu identifier, qui n'était pas le plus intéressant, mais qui était bien connu, il s'appelle VGT2. Il est sur le chromosome 8, et donc il se trouve que pour ce QTL, donc là vous avez les différentes classes qu'on avait sur la slide précédente, hein, les purs cornés à gauche, les purs dentés à droite, et les différents cas observés chez les admixés selon l'origine. Et donc on voit qu'on a l'air d'avoir un effet du SNP ici qui est assez constant, en fait, peu importe l'origine et peu importe le fond génétique dans lequel il est observé. Donc ça, c'est typiquement un QTL standard qu'on s'attendrait à identifier si on appliquait une méthodologie qui avait été les méthodologies classiques de GWAS. Mais on n'a pas observé que ce type de QTL, bien sûr. On a pu identifier aussi un autre QTL qui était aussi bien connu chez le maïs, qui s'appelle VGT1. Et là, ce qui était intéressant, c'était de voir que quand on regarde chez les purs, on avait un effet du SNP qui était existant, bien sûr, et en plus de signes opposés. Et quand on regarde chez les admixés, on voit que cette opposition de signes sur l'effet du SNP est maintenue dans le fond génétique admixé. Donc là, vraiment, c'est ce que je disais dans la slide, dans les deux slides, c'est comme on observe un pattern qui est maintenu chez les admixés, on s'attend à ce que ce soit une différence génomique locale, par exemple une différence de LD entre notre SNP et notre variant causal, selon qu'on se considère chez les dentés ou chez les cornés. Alors, on a un troisième QTL qui est aussi connu, qui s'appelle VGT3. On a pu observer cette dynamique ici, qui est qu'on a un très fort effet chez les dentés à droite, un effet, on va dire, très faible, voire très faible chez les cornés à gauche. Et quand on regarde chez les admixés, on voit qu'on a un effet à peu près intermédiaire entre les cas dentés et cornés. Donc ça correspond assez bien aussi à ce qu'on avait vu dans quelques slides auparavant. Et donc, ce serait potentiellement un QTL qui interagit avec le fond génétique. Mais il y avait des cas encore un peu plus compliqués, notamment celui-ci, qui était un QTL qui n'avait pas été identifié au préalable dans la littérature, où en fait on n'observait pas vraiment d'effet, pas d'effet chez les dentés purs à droite, pas d'effet ou un effet très faible chez les cornés à gauche, et après chez les admixés, on voit qu'on a un effet apparent uniquement pour une origine cornée. Donc ça veut dire qu'on a bien un QTL qui ne s'exprime que dans un fond génétique admixé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en plus, il lui faut une origine bien particulière. Donc, on va dire c'est un niveau de complexité auquel on ne s'attendait pas forcément, mais c'était un QTL qui était très significatif et qui était bien supporté par... Ce qu'il faut voir, c'est que dans chacune de ces classes-là, il y avait un effectif assez important. Donc on s'attend à ce que ce ne soit pas vraiment un faux positif. Donc voilà, je vais conclure. Donc on a pu voir qu'en réalité, on peut avoir tout un tas de configurations pour les effets de QTL selon les groupes génétiques. On peut avoir des effets qui sont conservés entre groupes génétiques, et donc ça, c'est ce qu'on s'attend à finalement identifier avec des méthodologies classiques.
Mais on peut aussi avoir des choses qui sont quand même assez différentes, hein. Et c'est soit dû à des différences locales comme du LD, ou soit des interactions avec le fond génétique. Et donc, en plus, on voit que utiliser des individus mixés, ça peut nous permettre de répondre à la question de savoir quelle est l'origine de cette différence. Et en fait, ça, c'est assez important, hein. C'est-à-dire que, imaginez que vous soyez un sélectionneur et que vous vouliez introduire un, un, un allèle dans votre population d'amélioration, et vous aviez identifié que cet allèle avait un effet fort dans un groupe génétique exotique, et que vous l'introduisez après dans votre fond génétique et il disparaît, ben voilà, hein, ça peut être tout simplement parce que justement il a interagi avec le fond génétique. Donc c'est important d'avoir bien en tête toutes ces questions-là quand on veut notamment gérer ça dans des populations d'amélioration. Donc, je vous ai mis ici le papier qu'on a publié avec mes collègues où toute cette méthodologie est décrite. Alors, je vais finir sur quelques remerciements, hein, des gens de l'UMRGQE du Moulon, donc mes encadrants de thèse et d'autres personnes de l'équipe, mais aussi les personnes de l'INRAE à Saint-Martin de Hinx, notamment pour l'acquisition du phénotypage. Bien sûr, le projet Amazing qui a financé toutes ces données, hein, c'était un projet d'investissement d'avenir sur le maïs, le projet français. Et bien sûr aussi tous les gens qui avaient participé, enfin, qui avaient financé ma thèse, à la fois le métaprogramme CellGen de l'INRAE et les partenaires du projet Amazing, notamment les partenaires privés. Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions dans l'onglet à votre disposition, dans le chat. Alors, une première question de Sophie Manuel. Vous utilisez quelle méthode pour corriger les p-values et pour choisir un seuil? Eh ben, il y a plusieurs méthodes possibles, hein. On va dire qu'il y a une des méthodes qui est, par exemple, on se fixe un seuil de risque, par exemple un seuil à 5%, et on peut diviser ce risque initial par le nombre de tests effectués. Par exemple, si on a 100 000 marqueurs, on divise 5 par 100 000 et ça nous donne le nouveau seuil. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça qu'on a fait nous. On a appliqué ce qu'on appelle le FDR, le False Discovery Rate, où là, c'est une méthode un peu plus complexe, mais qui revient à essayer de regarder la distribution des probabilités critiques et qui permet à peu près de quantifier quelle est la proportion de faux positifs attendus dans cette distribution. Donc, on va dire qu'en général, la première méthode qui est très simple fonctionne, mais a tendance à être un peu trop contraignante. Par exemple, si vous avez en fait, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, si vous avez beaucoup de SNP qui sont très corrélés les uns aux autres, et bien, si vous corrigez par le nombre vous corrigez votre seuil par le nombre de tests total, ben, en fait, il y a une supposition que tous vos tests sont indépendants, alors que si vos SNP sont un peu corrélés, ben, ils ne sont pas vraiment indépendants. Et donc, utiliser un FDR, ça a tendance à relaxer un petit peu ce seuil et typiquement pouvoir garder un peu plus de signal qu'on aurait eu si on avait utilisé un seuil compliqué.